Bonjour à toutes et à tous, David Barouche, je suis rédacteur en chef aux Échos. Dans le monde technologique et économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous savez, il y a des sujets qui embêtent un peu tout le monde, et puis il y a des sujets qui passionnent absolument tout le monde, qui divisent. Aujourd'hui, on a décidé de mettre un petit peu les pieds dans le plat en plongeant dans un de ces sujets, qui est celui du gaz vert, avec une question, la méthanisation, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est une solution d'avenir ? Le point de départ, en fait, est relativement simple. À moins qu'on bascule tous dans une forme de décroissance, on sait que dans les années, les décennies qui viennent, on va avoir besoin de plus d'énergie, sans doute de plus d'électricité. La question, c'est comment est-ce qu'on va produire cette électricité ? On sait que le charbon, c'est non, ça c'est pas possible. Le nucléaire en France, c'est sans doute un peu moins, il fera partie de l'équation. Le renouvelable et le solaire, on en aura, on en mettra sans doute de plus en plus, mais c'est intermittent et il en faudrait énormément. Et donc dans cette équation énergétique, on sait que le gaz peut apporter une part de la solution. Et quand on dit gaz, on dit aussi peut-être de plus en plus gaz vert, biogaz, méthanisation. Pour les adversaires du biogaz, c'est quand même un gaz, émission de CO2, concurrence pour la nourriture dans le monde agricole, et puis il y a des risques. Pour les avocats de la méthanisation, c'est indépendance énergétique, un cercle vertueux, des revenus complémentaires pour l'agriculture, et puis c'est une énergie renouvelable et stockable. Aujourd'hui, on a décidé en 1h30 de débat de poser toutes ces questions, d'essayer, à la manière des Échos, finalement, d'objectiver le débat en donnant la parole aux acteurs, ceux qui travaillent déjà dans la méthanisation, aux scientifiques qui pourront nous apporter des éléments concrets pour réfléchir, à ceux qui sont aussi pour, mais qui se disent oui, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des conditions à respecter. Aujourd'hui, la méthanisation, c'est presque rien, c'est 0,5% de notre gaz, peut-être 1% dès cette année. Mais en fait, les projets commencent à se multiplier. Il y a plus de 1000 projets financés en France. Et l'objectif, selon le gouvernement, ça pourrait être 30% de biogaz d'ici 2030. Le moment est donc bien choisi aujourd'hui pour se poser les questions. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en donnant la parole à Jean-François Delettre. Jean-François, bonjour. Bonjour à tous. Jean-François est à distance, il est agriculteur en Seine-et-Marne, il a 44 ans et il est depuis 6 mois environ le président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Donc il est au premier plan de ce sujet qui, je le dis, passionne et suscite aussi le débat. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous dire avec vos mots pourquoi vous pensez que ça peut être une solution ? Quel est l'intérêt pour le monde agricole de réfléchir à la méthanisation ? Quels sont les avantages, selon vous, de cette technologie ? Alors, les avantages de cette filière, la méthanisation agricole que nous pratiquons en France désormais depuis une dizaine d'années, ils sont multiples à nos yeux. Et c'est surtout que ça fait participer le monde agricole à toutes les transitions actuelles, c'est-à-dire les transitions énergétiques que vous avez bien cadrées au début de votre introduction, mais aussi les transitions climatiques, sociétales et surtout les transitions agricoles dont nous avons besoin, aussi bien sur la fertilisation que sur la production, sur l'équilibre des filières et sur la relation en gros entre le monde rural et le monde urbain qui nous est cher également. Voilà, donc c'est une opportunité pour les agriculteurs qui la saisissent désormais de s'engager dans toutes ces transitions-là. En même temps, je me promenais il y a quelque temps en Normandie, j'ai acheté la presse locale et je me suis rendu compte que dans la presse locale, il y avait finalement pas mal d'articles sur la méthanisation qui provoquaient une forme de réserve. Quelle est la vision finalement de la méthanisation en France ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plutôt bonne presse, que le débat est réservé ? Quelle est la vision aujourd'hui sur la méthanisation dans notre pays ? Alors j'ai un point de vue particulier, puisque je suis à la fois agriculteur et méthaniseur. Donc j'essaye de regarder le plus sereinement les choses. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la méthanisation et qu'il y en a aussi énormément qui sont contre la méthanisation, qui s'interrogent. La méthanisation, ça reste des installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire des installations à risque avec des dangers, des incidences, etc., qui sont surveillées pour l'énergie, les déchets qu'elles traitent sur le territoire. Et donc, il est normal à mes yeux qu'il y ait un débat. Le débat, il n'a pas eu lieu au départ, c'est-à-dire qu'au lancement des lois et des arrêtés qui ont permis les installations, il y a eu un débat relativement serein et calme, qui est beaucoup plus vif actuellement depuis, je dirais, 12 ou 24 mois sur le terrain. Tous les porteurs de projets le connaissent et ça me semble à la fois naturel que ce débat-là existe aujourd'hui, utile, et la méthanisation est complexe.
Et il y a beaucoup de choses à expliquer. Ça ne sera pas seulement à nous, les agriculteurs méthaniseurs, de les expliquer, mais à d'autres interlocuteurs comme vous en aurez aujourd'hui. D'accord. Oui, puisqu'aujourd'hui, on voit les projets se développer et donc forcément, les gens découvrent ça à proximité de chez eux et se posent un peu plus de questions. Quand on est agriculteur, un projet de méthanisation, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est un nouveau métier complètement? Ou est-ce que finalement, c'est relativement facile comme d'installer des panneaux solaires, hein? Alors, c'est un bon exemple, puisqu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont développé du photovoltaïque, d'accord. Quand ils rentrent dans la méthanisation, ils ont cet ancrage au cœur, quelque part, qui est l'énergie renouvelable, mais ils découvrent un autre métier. Et donc, moi, j'insiste énormément sur le fait que ça soit un vrai métier, à la fois dans la formation qu'il faut, dans l'engagement qu'il faut au quotidien pour mener à bien ces installations-là. Et donc, pour moi, c'est un vrai métier supplémentaire et beaucoup d'agriculteurs le voient comme ça. Les porteurs de projets qui le voient plus comme une diversification, au sein de l'association, nous les alertons énormément et nous les accompagnons pour les faire monter en compétences, les faire monter dans la compréhension de leurs projets qui durent des fois sur 3 ou 4, 5 années avant les mises en service. Donc, pour moi, c'est un vrai métier supplémentaire et c'est ce qui est aussi intéressant et passionnant dans cette filière-là. Pourquoi vous dites que ce n'est pas une diversification? Pourquoi il faut mettre en garde ceux qui croient que c'est une diversification? Parce que la diversification, elle a tendance à être un simple calcul de j'ajoute une corde à mon arc et j'ai un revenu supplémentaire qui vient compléter mon activité actuelle d'agriculteur. Un méthaniseur, en général, alors pas tous les méthaniseurs, mais dans beaucoup de cas, ça a une taille et un engagement qui est supérieur à celui de l'exploitation agricole. Alors les éleveurs, par exemple, connaissent bien les astreintes, d'accord, mais un méthaniseur tourne 24 heures sur 24. Un méthaniseur, c'est souvent un gros investissement pour l'agriculteur. Et donc, il faut comprendre toutes les tenants et les aboutissants et au final, le métier au quotidien qu'il faudra mener. Voilà, c'est à la fois complémentaire, mais c'est très différent de ce que beaucoup d'agriculteurs connaissaient auparavant. Et c'est quand même un revenu complémentaire? Est-ce que ça peut être un revenu important? Est-ce que pour un agriculteur, dans quelques années, ça pourra constituer vraiment une nouvelle corde à l'arc des agriculteurs français comme source de revenus? Ou est-ce que c'est un petit complément? Alors même les premiers, c'est-à-dire les passionnés qui avaient vraiment une vision du biogaz et l'envie de mettre les mains dans cette énergie-là, voyaient déjà une forme de complément de revenus, d'accord? C'est-à-dire la capacité à soit trouver du travail à d'autres moments de l'année pour leurs salariés, soit à rendre cohérent leur schéma d'exploitation parce qu'ils avaient des effluents d'élevage, etc. Et au final, d'améliorer quelque part la rentabilité ou le revenu de leur système. Il n'empêche que les premiers, on était quasiment vus comme des fous parce que l'activité, les contraintes qu'elle a faisaient que le jeu n'en valait soi-disant pas la chandelle pour beaucoup de nos voisins. Aujourd'hui, les centaines et centaines de projets prouvent que le revenu de la méthanisation est une réalité et permet de travailler et d'assumer les astreintes et la montée en compétences qu'il faut. C'est d'autant plus vrai que quand les filières agricoles vont mal, c'est-à-dire que quand c'est le cas dans beaucoup de filières, des fois pendant 4 ou 5 ans, vous ne gagnez pas d'argent sur votre ferme, c'est connu, c'est historique en agriculture, et dans ces cas-là, vous creusez la tête, vous cherchez des projets, et la méthanisation est tombée dans cette faille-là, c'est-à-dire que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui s'emparent de ce sujet-là pour justement diversifier, stabiliser leurs revenus. Ça permet de lisser en quelque sorte, d'avoir un revenu minimum garanti, même les mauvaises années quand la production n'est pas très bonne. C'est ça que ça peut apporter. Oui, ça permet que vous sécurisiez une partie de vos revenus. Ça permet, si vous avez envie d'être salarié de votre méthaniseur et de pouvoir avoir un salaire différent de ce que vous avez connu quand vous étiez simple agriculteur. Et ça permet aussi de faire une économie sur les fertilisants, donc le digestat, qui fait que votre exploitation est plus autonome et travaille mieux d'après nous. Dans les critiques qu'on entend souvent, c'est celle qui dit qu'un des risques, c'est que demain, le monde agricole finalement produise de la matière première pour simplement nourrir le méthaniseur et que finalement, on soit dans une forme de concurrence avec de l'agriculture qui a vocation d'abord à nourrir les hommes et les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de dérive? Est-ce qu'on ne risque pas de mettre un doigt dans un engrenage qui est finalement l'agriculture demain produira pour produire de l'énergie et plus pour nous nourrir? Alors ça, c'est un débat qu'on a y compris dans les filières agricoles elles-mêmes, d'accord. C'est un vieux débat qui sera très compliqué à trancher en méthanisation, enfin pour la méthanisation et pour la France.
Parce qu'en fait, historiquement, et notamment la France, qui est un grand pays agricole et un grand pays exportateur depuis des années et des années, on a toujours utilisé une grande partie des surfaces pour autre chose que l'alimentation, d'accord? Sauf que la distance du consommateur au champ, en gros, a grandi, au moins intellectuellement. Et donc, cette perception-là, elle est très différente aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut respecter, quelque part, c'est ça qu'il faut entendre. Et donc, on s'évertue à créer une filière qui tienne compte des craintes à ce niveau-là. Et il y a tout un tas de solutions qui existent pour justement tisser des liens avec le territoire, collecter les déchets du territoire et montrer que finalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'alimentaire. Après, il reste qu'il faut trancher certains sujets et ça, c'est au monde politique et à chaque citoyen de le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut produire dans les champs demain ? Avant, on produisait des centaines d'hectares pour nourrir les bœufs et les chevaux qui servaient à tirer le matériel des fermes il y a encore 50-60 ans. On a des hectares qui partent sur des biocarburants, on a des hectares qui partent sur du textile et d'autres choses. Donc l'alimentaire, c'est loin d'être la seule facette du paysage agricole aujourd'hui. La méthanisation, aujourd'hui, est un peu mise à l'amende de façon assez facile et simpliste sur ce sujet-là. Vous pensez que le bon niveau, c'est quoi sur une surface agricole? Est-ce qu'il faut encadrer? Je crois qu'en France, contrairement à l'Allemagne, on a pris déjà dans la loi une forme de précaution. Est-ce qu'il faut limiter par la loi, finalement, la place qu'occuperaient les matières premières agricoles à vocation de méthanisation? Ouais, je pense qu'il faut. Alors, la limite, elle existe aujourd'hui. C'est 15% de l'alimentation des méthaniseurs qui ne peut être directement prélevée des champs. Donc, la limite, elle existe. On n'a pas de problème. On respecte ça. Elle n'a aucun intérêt d'ailleurs financier pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt dans cette direction-là. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que le modèle de la méthanisation française, il soit vraiment clairement défini et que les règles du jeu, elles soient établies pour qu'on puisse travailler dans le sens qui nous est demandé à long terme. Et ça, c'est compliqué parce que on a besoin d'une vision à long terme. C'est une vision à la fois énergétique. On a des engagements sur des éléments de gaz à effet de serre, etc., climatiques, agricoles. Et donc, on a clairement besoin d'être sûr de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est la méthanisation? À quelle échelle? Qu'est-ce que c'est un gros méthaniseur? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aujourd'hui, c'est des débats qui sont animés, mais très imprécis. Et quand on est à la tête d'un méthaniseur, on a besoin d'y voir clair sur ces sujets-là. Sur la taille que vous mentionnez, c'est aussi un des points qui apparaît parfois comme des critiques, disant on risque de rentrer dans une spirale avec des méthaniseurs de plus en plus gros. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est un peu encadré? Est-ce que les méthaniseurs à l'échelle d'une exploitation agricole, aujourd'hui la taille est un petit peu contenue? Ou est-ce que vous pensez que plus les années vont passer, plus on va rentrer dans une vision un peu industrielle de la méthanisation? Alors je pense qu'il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que le prix de l'énergie verte qu'on produit, il est aussi regardé de près, d'accord? Donc ça, il y a une réalité sur quel est en gros le prix de l'énergie et comment on est jugé sur ce prix-là. Donc forcément, ça a tendance à aller vers des méthaniseurs plus importants souvent. Et après, il y a aussi le modèle franco-français où on voudrait un méthaniseur petit à la taille de l'exploitation agricole, etc. La bonne taille pour moi, c'est la taille où on a une exigence de résultat. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous demande en termes de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on nous demande en termes de bilan de carbone, qu'est-ce qu'on nous demande en tant qu'emploi, en tant que logistique, quels événements. Et il y a des bons méthaniseurs qui peuvent être gros, il y a des bons méthaniseurs qui sont petits, et il y a des mauvais dans les deux camps. Donc en fait, c'est plutôt l'exigence de résultat qui m'intéresse moi, et ce qu'on peut développer dans la filière, plutôt que de définir de façon très caricaturale les petits, les gros, les agricoles, les industriels, les territoriaux. C'est plutôt l'exigence de résultat qui m'intéresse. C'est la manière de faire. Il ne faut pas dire ce qui est petit et joli et gentil et ce qui est gros et méchant et horrible. On doit trouver finalement, il faut bien faire et la taille n'est pas le véritable problème selon vous. Ouais, la taille, c'est un des critères, mais c'est-à-dire que s'il y a un gros méthaniseur, je pense qu'il faut effectivement le regarder de près pour vérifier que son bilan et qu'est-ce qu'il a vraiment prévu de faire. Mais le petit aussi quelque part. Et je vous ai parlé des astreintes. Les astreintes pour les petits comme les gros, elles sont réelles. Donc je pense que c'est pas la taille qui devrait focaliser tous les débats. C'est plutôt le résultat, c'est-à-dire quelle énergie est produite, comment vous la valorisez, est-ce que vous êtes transparent sur vos pratiques, quel bilan de gaz à effet de serre vous pensez défendre, quelles pratiques vous avez mis en place sur vos exploitations agricoles, ces sujets-là qui sont plus importants pour moi.
Alors, les gens qui participent à distance ou qui souhaitent poser des questions, vous pouvez poser des questions directement sur le fil du webinar, et j'ai une tablette devant moi pour éventuellement poser des questions à Jean-François si elles apparaissent. L'autre critique qui apparaît souvent, je m'en suis rendu compte quand je me suis un peu plongé dans le sujet, c'est le problème des odeurs. On dit qu'il y a un risque de... ça sent pas bon, un méthaniseur, ou alors il va y avoir plein d'effluents autour et ça va finir par sentir mauvais. Sur ce débat-là, est-ce que c'est le bobo parisien qui s'exprime, ou est-ce qu'il n'y a quand même pas une part de réalité ? Non, il y a une part de réalité, c'est-à-dire qu'un méthaniseur peut... alors ponctuellement, d'ailleurs les impacts sont listés dans les dossiers qu'on dépose en préfecture, etc. Les impacts sont listés. L'odeur en fait partie. L'odeur, c'est un sujet en fait compliqué parce que les gens sont plus ou moins sensibles. D'accord, on nie pas du tout la sensibilité aux odeurs. On nie pas non plus la réalité de certaines odeurs. Ce qu'il faut distinguer, c'est les odeurs ponctuelles parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un besoin de maintenance, etc. Et les relativiser, c'est-à-dire qu'elles sont ponctuelles et il faut les prendre dans le temps et voir ce que ça donne. Des odeurs qui seraient plus pérennes, où là, il y a un vrai besoin d'amélioration du site et de mesure. Il y a les sites qui travaillent le mieux, c'est ceux qui font un état des odeurs aussi avant la construction du site, parce que quand vous avez par exemple un élevage à vos côtés, ou une industrie ou une ville, il y a des odeurs existantes et il ne faut pas tout mettre sur le dos du méthaniseur. Mais les odeurs, c'est une réalité, c'est la même. Voilà. Mais je prends l'exemple du digestat qui parfois peut sentir sur des épandages. Voilà, faut savoir ce qu'on veut demain. Est-ce qu'on veut un fertilisant issu du pétrole ou des mines qui ne sent pas, mais qui n'est pas plus séduisant, ou est-ce qu'on est prêt à tolérer 2, 3 jours, 4 jours par an des odeurs le matin, comme on en a connu de fumier ou d'amendement auparavant. Voilà, il y a des gens qui, il n'y a pas si longtemps que ça, critiquaient le chant du coq ou le fumier du coq autour de l'église. Donc c'est comment vous percevez tout ça, et en gros comment demain on définit dans le paysage français la place du méthaniseur. Voilà. Mais ça, ce débat-là, il est en cours. Il est normal qu'il soit virulent. Il y a des endroits où les odeurs sont prégnantes. Il y a des endroits où ça se passe très bien. Vous aurez des témoignages dans les deux cas. Peut-être quelques questions sur le modèle économique et la réalité économique de la méthanisation. J'ai l'impression qu'on dit souvent qu'il y a déjà un problème de dette dans le monde de l'agriculture, des agriculteurs qui sont trop endettés, qui ont acheté trop de machines, qui ont trop investi. Et là, la méthanisation, c'est quand même un investissement de plus. Quelle garantie vous avez, ou comment vous faites pour limiter le risque d'accroître la charge financière qui pèse sur une exploitation pour des promesses de rentabilité qui ne sont pas toujours forcément certaines ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, pour l'instant, la filière méthanisation a jusque-là été accompagnée par l'État, d'accord, en termes de tarifs, c'est-à-dire comme toute énergie renouvelable qui est lancée, l'État accompagne en termes de tarifs sur 10, 15, 20 ans nos unités. Donc, on a une lecture qui est beaucoup plus stable, par exemple, que le monde des matières premières agricoles qu'on connaît, qui est beaucoup guidé par les courtiers financiers. Donc, on a cette première stabilité-là qui fait que voilà, vous avez une rentabilité, vous pouvez, en tout cas, vous avez connaissance d'un chiffre d'affaires potentiel, et derrière, vous pouvez bâtir votre projet, bâtir votre business plan et avoir cette chose. Ce qui est sûr de notre côté, c'est que les interactions, les discussions ou les transitions que font faire notamment le digestat, notamment le monde du déchet et la production de votre exploitation face à ça, fait que vous allez vous poser des questions, vous allez améliorer votre système d'exploitation agricole et entrer dans ces transitions-là. Et pour nous, cette rentabilité-là, quelque part, qui n'est pas forcément immédiate, la méthanisation, elle permet en tout cas une entrée très intéressante pour se poser ces questions-là et poser toutes les cartes sur la table. Donc à ce titre-là, voilà, il y a des méthaniseurs qui sont en difficulté financière, c'est une réalité. Il y a des méthaniseurs qui en vivent très bien. Mais c'est la performance aussi des entrepreneurs à leur tête des fois, voilà, ou des difficultés des premiers qu'on a fait. Et l'association que je représente est là aussi pour aider dans toutes les difficultés, qu'elles soient financières ou autres, les méthaniseurs. Une question d'un des internautes qui dit que vous l'avez évoqué vous-même, c'est un méthaniseur, c'est comme une installation industrielle, il faut surveiller, ça peut être dangereux. Vous avez eu vous-même parfois des accidents, il y a quelque temps. Comment est-ce que vous avez géré cet accident ? Est-ce que vous avez été obligé de faire des déclarations ? Comment ça se gère quand on est confronté à un incident ? Alors, ça se gère de la façon où, vous prévenez la collectivité locale, d'accord, la mairie, etc., de l'incident. Vous essayez d'en mesurer d'abord le risque pour la population. Et après, vous prenez l'administration qui est en charge du suivi de votre installation et qui, si le juge
opportun, vient visiter et contrôler votre site à nouveau, etc. C'est aussi la formation du méthaniseur, c'est-à-dire qu'on est formé à ces risques-là, au risque feu, au risque explosion, à tous les risques voilà. Et donc c'est la façon de travailler sereinement en cas d'accident ou d'incident. Il reste que nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'accompagner ceux qui ont des difficultés. C'est-à-dire que le retour d'expérience des méthaniseurs aujourd'hui fait qu'entre nous, on sait s'accompagner, on sait réagir, y compris quand on a des difficultés importantes. Et la deuxième chose, c'est que si on regarde vraiment les accidents comparés aux années de fonctionnement et aux heures de fonctionnement, il reste, je ne dirais pas anecdotique, mais il reste à bien mettre en balance de l'activité sur le long cours qu'on a eu. J'ai eu des accidents, mais je n'ai pas à pâlir. Il y a du stress des fois pendant quelques heures, mais on apprend à vivre avec ces unités-là et voilà, je suis le premier voisin du méthaniseur que j'exploite, comme beaucoup, et ça ne m'empêche ni de dormir, ni d'avoir des rêves, et ni de regarder devant. Donc c'est une activité sérieuse, c'est une activité qui demande à monter en compétences, mais où on sait gérer ces incidents-là et ces risques-là. Merci beaucoup Jean-François, je crois qu'on a déjà bien planté le décor. Je vous remercie d'avoir participé à cette première partie du débat. On va passer à une table ronde avec des experts qui viennent pour la plupart du monde scientifique. Pour cette première table ronde, l'idée c'était de réunir des scientifiques, deux personnes qui viennent de l'INRAE. Sabine Houot, elle est directrice de recherche à l'INRAE, elle est spécialiste des produits des résidus organiques, directrice de l'UMR Écosystème. C'est une unité mixte de recherche en fait en partenariat avec Agri Paris Tech, spécialisée essentiellement dans les digestats. On en a peu parlé avec Jean-François, mais c'est un des éléments importants dans la stratégie des méthaniseurs. Deuxième invité sur cette table ronde virtuelle, puisque tous mes invités seront à distance, Nicolas Bernet. Lui aussi, il est à l'INRAE. Il travaille au laboratoire de biotechnologie de l'environnement. Il est basé dans le sud de la France, à Narbonne. Il a 30 ans d'expérience dans les questions de l'environnement, et il est aussi un spécialiste, lui, plutôt de la partie aval, dans la méthanisation. Et puis, dernier invité de cette table ronde virtuelle, Marc Chevéry, qui travaille à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une sorte de think tank français qui a vocation à produire beaucoup de recherches sur l'avenir de comment protéger l'environnement et comment mieux maîtriser notre consommation énergétique. Et il est, lui, directeur de l'économie circulaire et des déchets, et il travaille sur la méthanisation depuis les années 90. Au cours du débat que je vais avoir avec nos trois invités, on va approfondir certains sujets qui ont déjà été évoqués, bien sûr, avec Jean-François Delette, que ce soit sur les digestats, les problèmes que peuvent poser la méthanisation, la science. Et puis, il y a un sujet qu'on a peu évoqué pour l'instant, et je vais en parler tout de suite avec Marc, de l'ADEME, c'est un peu sur l'histoire de la méthanisation et son potentiel dans le mix énergétique, sachant que l'ADEME a produit il y a peu de temps, je me souviens plus de la date exactement, un document de recherche dont le titre était, je l'ai sous les yeux là, un mix de gaz 100% renouvelable en 2050. Alors c'était pas seulement du biogaz et du gaz issu de la méthanisation, mais c'était l'idée qu'il existait peut-être un scénario possible à 2050 pour une consommation plus forte de biogaz en France. Bonjour Marc. Bonjour. Première question peut-être, depuis quand on s'intéresse en France ou ailleurs à la méthanisation ? Est-ce que c'est très ancien ? Est-ce que c'est relativement récent ? Est-ce que c'est un sujet nouveau ? Peut-être que quelques mots pour cadrer le débat. Pour la méthanisation, j'oserais dire à peine, mais pour les nuls, pour ceux qui découvrent un petit peu le sujet. On peut remonter quasiment à l'Antiquité pour la méthanisation, puisque ça fait partie des moyens de produire de l'énergie, notamment pour les usages quotidiens, la cuisson, etc. Donc c'est une technique extrêmement ancienne, et avant même l'homme, elle existait, puisque c'est une technique qu'on a transformée, mais c'est un processus naturel que vous allez retrouver dans les lagunes, dans les mares, et dans un certain nombre d'endroits où de la matière organique peut se stocker. En France ou en Europe,
le développement est dans les années à peu près 80-90, premier développement, surtout par des agriculteurs un petit peu en avance, en autoconstruction souvent. C'est ce qui a, je dirais, fait que ça n'a pas forcément bien pris, en France en tout cas. Et surtout, ça a été victime du contre-choc pétrolier qui fait que les coûts de l'énergie sont redescendus. Et donc, le modèle agricole un peu bricolé, disons-le comme ça, n'a pas pris son essor à ce moment-là. Il y avait une centaine d'installations en France malgré tout. Et ça s'est redéveloppé ensuite en Europe, notamment dans l'Europe du Nord, pour essentiellement gérer les effluents d'élevage et produire de l'énergie. L'énergie dans les pays d'Europe du Nord est une denrée, je dirais, importante, parfois rare, et avec des consommations chaleur, etc. Et surtout des densités d'élevage qui peuvent être importantes. On pense aux Pays-Bas, on pense au Danemark, on pense à un certain nombre de pays. Et elle s'est développée ensuite en Allemagne sur un modèle très particulier puisqu'il est parti d'un modèle agricole. Il s'est étendu ensuite sur des cultures, et vous l'avez évoqué dans l'intervention précédente, des cultures dites énergétiques, c'est-à-dire on a produit sur des terres agricoles des cultures dédiées à la production d'énergie. C'est un modèle qui s'est largement développé en Allemagne, puisque en Allemagne, de mémoire, on est à plus de 9000 méthaniseurs aujourd'hui. Et juste pour comparer, aujourd'hui en France, fin 2020, donc c'est des données très récentes, on est autour de 1100 méthaniseurs en France, dans la très grande majorité des méthaniseurs qui sont des méthaniseurs provenant du monde agricole. Il y a quelques méthaniseurs qui sont des méthaniseurs provenant d'industries agroalimentaires. Vous avez quelques méthaniseurs, une quarantaine, une cinquantaine, qui sont sur des stations d'épuration des eaux usées, donc pour traiter les boues. Et vous en avez encore moins, pareil, une trentaine, qui proviennent de la dégradation de la matière organique dans nos déchets du quotidien qu'on met dans des décharges. Et ces décharges, d'un point de vue réglementaire, obligent la captation du gaz, et ce gaz peut être récupéré pour produire essentiellement de l'électricité ou de la chaleur. Et 2 installations en France, peut-être 3 aujourd'hui, réutilisent ce gaz de décharge après l'avoir épuré pour l'injecter dans un réseau. D'accord. Et juste dernier point, puisque vous m'avez sollicité, désolé, vous m'avez sollicité sur l'historique. Le développement de la méthanisation s'est fait essentiellement autour de 2 techniques ou 2 technologies de transformation du biogaz en France. La première, c'est de produire de l'électricité dans une turbine ou dans un moteur. On produit de l'électricité essentiellement qu'on injecte sur le réseau. Il y a un sous-produit qui est de la chaleur qu'on essaye d'utiliser sur l'exploitation agricole, puisque ce sont essentiellement des exploitations agricoles ou dans une industrie agroalimentaire. Et beaucoup plus récemment, mais c'est vrai partout en Europe, ça date de moins d'une dizaine d'années, 5-6 années en France, développement de l'injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel après traitement, donc épuration. Et ce développement s'est produit lié à des sauts technologiques de manière à mieux épurer plus facilement ce biogaz et le rendre compatible avec le gaz. Et dernière évolution, c'est pour demain ou après-demain, on regarde et les travaux visent à regarder comment liquéfier cette production de gaz naturel, notamment sur des exploitations agricoles. L'intérêt de la liquéfaction, c'est que ça permet de rejoindre un réseau et de réinjecter dans un réseau le gaz. Donc ça permet de séparer la production, l'installation agricole du tuyau qui alimente en gaz, mais ça permet aussi d'autres usages, et notamment de s'intéresser au transport, donc aux véhicules qui pourraient fonctionner à partir de biogaz. Donc voilà, pour un petit rappel très large à partir de l'Antiquité. Juste quelques points de détail sur ce que vous venez de dire. Sur l'injection, ça veut dire qu'avant, les méthaniseurs rattachés à des fermes étaient réutilisés sur place pour de l'énergie locale, alors qu'aujourd'hui, depuis quelques années, en fait, on peut injecter le gaz produit dans le réseau qui existe de gaz en France. C'est ça la nouveauté depuis quelques années. Oui, c'est la nouveauté avec des avantages, c'est que vous pouvez vous substituer à du gaz naturel directement, puisqu'on remplace du gaz naturel dans ces tuyaux. Vous disposez d'un réseau de distribution, mais qui peut aussi fonctionner en réseau de stockage. Il y a des améliorations et des technologies tout à fait matures pour le faire, et des coûts qui sont, je dirais, relativement abordables. Et donc c'est une façon de décarboner
une source d'énergie française qui est le gaz naturel. Pourquoi vous dites décarboné? Parce que le gaz produit quand même du carbone, hein. Alors, le gaz va bien sûr produire du carbone, mais c'est un gaz qui provient de sources renouvelables. Et donc, ce n'est pas des sources fossiles, c'est pour ça qu'on dit que c'est décarboné. On va substituer du carbone fossile par du carbone renouvelable qui, lui, est restocké ensuite par la biomasse. Ça crée une sorte de... L'idée, c'est de créer une sorte de cycle, en fait, en quelque sorte, hein. C'est tout à fait un cycle avec un avantage, mais il a dû être déjà signalé, c'est que lorsque vous traitez des matières organiques, vous allez produire du biogaz, certes, c'est une source d'énergie, mais vous allez aussi récupérer un digestat, c'est-à-dire un sous-produit qui est un fertilisant et qui peut, lui, se substituer à des fertilisants minéraux. Donc on a un double impact positif en termes de substitution à des énergies fossiles. Merci pour ces premiers points d'introduction. On reviendra bien sûr vers vous un petit peu plus tard, puisque je pense que j'ai des questions aussi sur le modèle économique et puis sur le modèle français comparé au modèle allemand que vous avez commencé à évoquer. Mais sur le modèle économique, j'aurais des questions à vous poser. Mais vous avez prononcé le mot digestat, ce qui est une très bonne transition pour passer la parole à Sabine, qui est spécialisée sur ces questions-là. Depuis combien d'années, Sabine, vous faites des recherches sur ces questions? Depuis combien d'années on s'intéresse au digestat qui peut être tiré de la méthanisation? Est-ce que c'est là un peu la même question que je posais à Marc, un champ d'exploitation et de recherche relativement nouveau, ou c'est un secteur sur lequel on commence à avoir déjà beaucoup d'expérience? Et peut-être, j'aurais dû préciser, en quelques mots, réexpliquez-nous ce que c'est le digestat et quel est son intérêt. Alors le digestat, comme l'a dit Marc, c'est le second produit issu de la méthanisation, puisqu'on a d'abord commencé à faire de la méthanisation pour produire du biogaz, donc pour ce gaz qui servait à faire de l'énergie. Mais le résidu de la méthanisation, qui est donc le digestat, il a aussi beaucoup d'intérêts. Il y a un intérêt en particulier c'est un produit qui va être très très riche en éléments nutritifs comme de l'azote, du phosphore, du potassium, et qui va avoir ces éléments nutritifs sous une forme qui est très facilement assimilable par les végétaux. En particulier, cet azote qui est dans les digestats, il a été au cours de la méthanisation transformé de la forme organique qui était dans les matières organiques entrantes en un azote qui est sous forme minérale et qui va être directement assimilable par les plantes. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est fertilisant. En gros, ce qu'on a, c'est qu'on rentre des déchets dans une machine qu'on appelle un méthaniseur et il en ressort deux choses. Je schématise peut-être à outrance, mais du biogaz qu'on peut réinjecter aujourd'hui dans les circuits traditionnels du gaz et un digestat qu'on peut utiliser comme on utilise d'autres types le mot m'échappe, mais... de fertilisants. Voilà. D'engrais aussi, vous pouvez dire engrais. Et alors, jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, on s'intéressait surtout aux procédés de méthanisation pour produire le biogaz. On cherchait à optimiser le rendement en biogaz par les déchets qui rentraient dans le méthaniseur. Mais depuis 10 ans, on cherchait à vraiment mieux maîtriser la qualité du digestat, donc la qualité en termes de caractéristiques. Donc bien connaître les teneurs en éléments fertilisants dans ces digestats, la forme sous laquelle ils sont, pour ensuite pouvoir maîtriser leur utilisation dans les systèmes de production agricole, pour pouvoir bien substituer les engrais par ces digestats. Et si je peux même aller un peu plus loin, donc les digestats, c'est beaucoup un fertilisant, mais c'est aussi une matière organique résiduelle dans le digestat, puisque la méthanisation ne transforme pas tout le carbone en biogaz, mais il y a un carbone résiduel qui va être un carbone beaucoup plus stable, qui va pouvoir aussi contribuer à contribuer à entretenir la matière organique des sols, dont on parle beaucoup actuellement comme étant une composante de la fertilité des sols. Et donc les digestats peuvent aussi alimenter cette fertilité des sols et même voire aller jusqu'à un rôle de stockage de carbone dans les sols et donc contribuer encore une fois encore plus à l'atténuation du changement climatique par ce stockage de carbone dans les sols. Donc au départ, c'était perçu comme un sorte de sous-produit de la méthanisation. Et ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de recherches et on découvre en quelque sorte des sortes de vertus au digestat. Pourquoi est-ce que vous faites de la recherche? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Pourquoi est-ce qu'il y a des points de vigilance? Pourquoi est-ce que c'est pas si facile que ça et il faut s'interroger sur le digestat? Le digestat, c'est un fertilisant, mais c'est un fertilisant qui est sous une forme bien particulière, qui est, alors on va entrer dans un terme un peu technique, qui est sous une forme azotée, ammoniacale. Et cette forme azotée est très volatile, et donc il y a
il y a des risques importants de perte de cet ammoniac sous forme d'émissions gazeuses, donc vers l'atmosphère. Et une fois qu'il est dans l'atmosphère, c'est un contaminant de l'atmosphère qui est très largement et très fréquemment cité comme contaminant de cette atmosphère. Donc voilà, il est à la fois très fertilisant, mais risque de contaminant. Donc il faut vraiment développer des pratiques pour limiter au plus cette volatilisation. Donc soit via des pratiques agricoles, soit voire même retravailler sur le procédé pour limiter, transformer cet azote ammoniacal sous une forme qui va moins risquer de volatiliser. D'accord, oui, parce que Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, donc c'est le premier aspect qu'il faut bien maîtriser, ce risque de volatilisation. Donc ça veut dire, on connaît les périodes, ça dépend des conditions climatiques, ça dépend du type de sol. Quand il fait chaud, qu'il y a du vent, on sait que les risques de volatilisation sont importants. Quand on laisse le digestat en surface, on sait que les risques sont aussi très très importants. Donc il faut chercher à enfouir très rapidement le digestat. Donc voilà, et les conditions de pH aussi, hein, quand on épand les digestats en sol, déjà le digestat lui-même a un pH basique, donc voilà. Et si on l'épand sur un sol calcaire, on augmente encore plus les risques de volatilisation. Donc il faut vraiment chercher à enfouir le plus possible ce digestat, épandre quand on sait qu'il va y avoir de la pluie, parce que la pluie va favoriser la pénétration du digestat dans le sol. Donc tout ça, ça peut permettre de limiter les risques de volatilisation. D'accord. Ce que vous dites, c'est qu'on est dans une période de courbe d'apprentissage, en fait. Voilà. Oui, on en a encore. Oui, on est vraiment dans les. On commence à mieux maîtriser tous ces risques. Il y a un autre paramètre aussi, c'est donc le digestat, c'est très riche en azote ammoniacal, mais il y a quand même une part d'azote qui est sous forme d'azote organique. Et là, pour que cet azote soit utilisé par les plantes, il faut que cet azote se transforme dans le sol. Et donc, cette transformation est liée à l'activité biologique dans les sols. Donc, il faut qu'on maîtrise cette dynamique de transformation dans le sol pour que l'azote minéral produit dans le sol soit utilisé par les plantes et ne soit pas présent en excès dans les sols. Parce que de l'azote minéral en excès dans les sols, c'est un peu synonyme à nitrate et donc risque de lixiviation et donc risque de contamination des nappes phréatiques. Donc ça aussi, c'est un apprentissage de bien connaître la disponibilité de cet azote pour les cultures pour pouvoir ensuite réguler les doses apportées par rapport aux besoins des plantes, que les doses apportées correspondent aux besoins des plantes. D'accord. Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que par rapport aux engrais qu'on achète sur étagère, c'est à la fois un peu plus compliqué et qu'il faut apprendre, ou est-ce qu'il y a aussi des problèmes avec les engrais qu'on utilise et qu'on achète dans les commerces, enfin, même si ce n'est pas dans les supermarchés, hein, mais... Oui, il y a beaucoup de problèmes. Enfin, les endroits où il y avait beaucoup de contamination des nappes phréatiques par les nitrates, c'est aussi dans le grand bassin parisien où jusqu'à présent on fertilisait qu'avec des engrais minéraux. Donc il y a aussi des problèmes de contamination avec les engrais minéraux. Hein. Ça, il y a pas. Donc tout est une question d'apprentissage de la bonne maîtrise des doses apportées au bon moment. C'est la juste dose au bon moment. Est-ce que vous diriez, oui, et sur l'intérêt, est-ce que l'intérêt pour le monde agricole, il est plutôt économique ou il est plutôt que finalement les digestats ont peut-être plus de vertus que certains engrais qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, ou est-ce que c'est un équilibre entre les deux ? Alors, les digestats, ça peut permettre de faire des économies, si on utilise des digestats, on utilise moins d'engrais minéraux. Donc, voilà, il y a une substitution des engrais par les digestats. Donc, en ça, c'est une économie. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il n'y a pas que de l'azote dans un digestat, mais c'est non seulement de l'azote qu'on peut économiser, mais c'est aussi du phosphore, c'est aussi du potassium, c'est aussi des oligo-éléments qui vont être intéressants à apporter. Et puis, c'est de la matière organique. Et la matière organique, les agriculteurs, on conseille de plus en plus aux agriculteurs d'apporter de la matière organique sur leur sol. Et donc, les digestats, c'est aussi une possibilité d'apporter de la matière organique dans les sols sans avoir besoin de l'acheter, alors que les amendements sont souvent achetés. Les autres types d'amendements ont un coût, alors que le digestat n'aura pas de coût. Mais peut-être je peux compléter, puisque je suis partie sur la matière organique. C'est une autre question qui se pose vis-à-vis de la méthanisation et de la gestion de la matière organique dans les sols.
Et ça, c'est une question qui a surgi il y a quelques années, qui est vraiment assez récente, et qui est une question et qui va avec le développement de la méthanisation. Au départ, la méthanisation, c'était surtout pour les effluents d'élevage. Donc là, c'était de la matière organique qui était produite dans les ateliers d'élevage chez les agriculteurs, alors que maintenant, de plus en plus, on développe la méthanisation en lien avec des intrants végétaux, donc soit des résidus de récolte, soit des cultures qui sont cultures intermédiaires, donc pas les cultures principales, mais cultures intermédiaires qui sont produites pour aller vers le méthaniseur. Donc ça, c'est du carbone. Si cette matière organique va dans le méthaniseur, eh ben, il y a une question qui se pose. Avant, ces matières organiques allaient vers le sol. Et donc, si elle va dans le méthaniseur, est-ce que ce n'est pas de la matière organique qui est en moins pour le sol ? Ça nourrit plus la terre. Donc, on a vu cette question cette polémique autour de la matière de méthaniseur qui privait le sol de sa ressource en matière organique. Et là, on commence à avoir des réponses sur ce point-là ? Voilà, on sait que en termes quantitatifs, c'est pas vrai. Donc la quantité de carbone, déjà les cultures intermédiaires, en général, celles qui sont à vocation énergétique, elles ont une production de matière organique qui reste dans le sol avec tout le système racinaire ou la petite partie qui n'est pas récoltée. Donc c'est beaucoup de biomasse qui reste de toute façon dans le sol et qui est incorporée au sol. Mais par ailleurs, on sait que la partie qui produit du biogaz dans le méthaniseur, c'était de toute façon du carbone qui allait être décomposé rapidement dans le sol et qui n'allait pas enrichir la matière organique du sol. Donc quantitativement, il y a autant de carbone qui retourne au sol, qu'il soit enfoui directement ou qu'il soit apporté via les digestats. Il reste une question qu'on est en train d'explorer. Il y a plusieurs programmes qui se posent la question actuellement, c'est que ce carbone qui retourne au sol, il est quand même il a déjà subi la dégradation par des micro-organismes dans le méthaniseur. Et donc, son intérêt d'alimenter la microflore du sol parce qu'il était biodégradable, il est un petit peu diminué puisqu'il s'est partiellement dégradé dans le méthaniseur. Donc, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur la quantité de microflore, de micro-organismes dans le sol et que le sol fonctionne toujours aussi bien en termes de réacteurs biologiques. Donc, c'est la dernière question qui reste à explorer. Enfin, c'est une des dernières questions qui reste à explorer. Enfin, une des questions plutôt, pas des dernières. Une des questions. On est encore dans une phase d'apprentissage, en fait. C'est ça. Alors, Marc nous disait que la méthanisation, c'est aussi vieux que l'Antiquité, mais en fait, dans ses usages industriels, dans son exploitation dans un monde agricole, on est encore aujourd'hui en train d'apprendre et d'affiner les techniques. C'est ça la réalité, quoi. Oui. Les techniques de méthanisation, les techniques de retour au sol, oui. Je vais poser du coup... Les successions de cultures, peut-être les successions de cultures aussi. La succession de cultures associée au méthaniseur est aussi en train d'évoluer, en train de s'optimiser pour à la fois alimenter le méthaniseur et assurer la production alimentaire. Et voilà. On y reviendra. Je voudrais quand même passer la parole à Nicolas, puisque du coup, là aussi, on est sur la transition, sur l'évolution des technologies. Nicolas, vous travaillez aussi depuis de nombreuses années sur les sujets des méthaniseurs. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait quand même un petit peu de controverse et que le sujet inquiète? Est-ce que vous comprenez les inquiétudes qui peuvent exister, ou est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on est dans une phase un peu, parfois, où on exagère trop les problèmes qui sont liés à la méthanisation? Les controverses, je pense qu'elles sont liées au développement de la méthanisation et au développement à l'augmentation du nombre de méthaniseurs qui sont construits. Il y a des controverses aussi quand les éoliennes ont commencé à se développer. Enfin voilà, ce type de controverse-là est naturel. Puis après, il y a des mauvais exemples. Marc en a un petit peu parlé tout à l'heure. Dans les années 80, il y a eu des exemples un peu malheureux. Mais là encore aujourd'hui, même si les techniques ont évolué, il peut y avoir des mauvaises pratiques qui font de la contre-publicité pour la méthanisation. Donc je pense que c'est essentiellement lié à ça. Après, en termes de... Allez-y, excusez-moi, allez-y. Après, en termes de procédés, effectivement, la méthanisation a beaucoup évolué parce que, comme l'a dit Marc tout à l'heure, il y a encore 15-20 ans, la méthanisation, elle était appliquée essentiellement, en France en tout cas, au traitement des fluents, donc dans des conditions liquides, au traitement des boues également. Et puis aujourd'hui, avec la méthanisation à des fins énergétiques, on va travailler avec des biomasses, avec des biomasses solides.
Donc il y a de nouveaux procédés qui vont utiliser moins d'eau, qui sont en développement, sur lesquels on travaille, qui vont nous poser des questions au niveau recherche, puisque on va pas mettre en œuvre les mêmes conditions, on va avoir des questions de transfert de matière, des questions de mélange, enfin tout un tas de questions à résoudre pour améliorer ces procédés-là. Oui, on est au début, en fait, c'est un peu la même question que celle que je posais à Sabine, mais on est au début d'une phase, et donc il faut encore faire évoluer les technologies. Est-ce qu'il y a des vraies marges de progression à la fois sur le rendement, la sécurité et la capacité à s'inscrire dans un cercle plus vertueux? Quelles sont les pistes sur lesquelles vous avez besoin aujourd'hui de mener des recherches? Alors, bon, depuis longtemps, quand Sabine l'a un peu dit tout à l'heure. Alors moi, j'ai plus de retour. On va essayer de regarder comment on pouvait améliorer la production de méthane, donc augmenter les rendements, etc. Et puis depuis quelques années, on travaille évidemment sur le digestat. On considère maintenant le digestat non plus comme un résidu de la méthanisation, mais comme un produit. Si on regarde la matière qui rentre dans un méthaniseur, l'essentiel de cette matière ne va pas être transformé en biogaz, il va être transformé en digestat. Le produit principal de la méthanisation en quantité, c'est bien le digestat. Donc depuis quelques années, on travaille sur ces thématiques-là, alors en relation avec les agronomes, notamment avec le labo de Sabine, sur l'interface justement entre le procédé et le retour au sol, et on regarde comment on peut, à partir d'un cahier des charges, améliorer la qualité du digestat en fonction de ce qu'on veut en faire, en jouant sur les paramètres du procédé, et puis en jouant aussi sur son alimentation, puisque le digestat va dépendre à la fois de ce qu'on va rentrer dans le méthaniseur et puis des conditions de fonctionnement de ce méthaniseur. Donc là aussi, il y a des questions importantes, un grand champ de recherche encore à mener. La filière est encore jeune. Est-ce qu'on a aujourd'hui de grands industriels qui s'intéressent à ce secteur? Est-ce que c'est plus des startups? Est-ce qu'on en est au début? Est-ce qu'on est en train d'apprendre et d'améliorer étape par étape? Ou est-ce qu'on fait des sauts et des ruptures régulièrement sur cet aspect-là de la qualité finalement de la méthanisation? Alors, nous, pour ce qui nous concerne, les partenaires avec lesquels on travaillait il y a encore quelques années sur la méthanisation, c'était essentiellement des industriels de l'assainissement, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la méthanisation, elle était appliquée au traitement des fluents, au traitement des boues, donc c'était essentiellement les grands groupes de l'assainissement. Puis depuis quelques années, c'est plutôt les acteurs de l'énergie qui s'intéressent à la méthanisation, et on travaille aussi avec des constructeurs de méthaniseurs qui sont plutôt effectivement des sociétés là de plus petite taille. Tout à l'heure, quand j'interviewais Jean-François, il disait qu'il avait eu un accident, il le reconnaissait, c'est une exploitation industrielle aussi. Est-ce qu'un méthaniseur, c'est dangereux, un peu comme une centrale? Est-ce que ça peut exploser? Est-ce qu'il y a des vrais risques, ou est-ce que les risques, s'il y en a, peuvent être quand même contenus? Il y a des risques. Après, voilà, je pense que c'est des risques qui peuvent être maîtrisés. Il l'a dit tout à l'heure, oui, les installations de méthanisation, c'est des installations classées pour l'environnement. Donc, effectivement, il y a des risques en termes de sécurité, il y a des risques en termes d'environnement, de pollution qu'il faut maîtriser, mais qui sont aujourd'hui maîtrisables. Aujourd'hui, on met des normes pour encadrer. Selon vous, on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers avec la méthanisation? Non. Après, il y a toujours des voies d'amélioration. Je pense par exemple, un des risques à maîtriser qui est souvent aussi reproché à la méthanisation, c'est les problèmes de fuite de méthane. Puisqu'effectivement, la méthanisation, c'est un procédé qui est vertueux et qui permet notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, effectivement, si vous avez des fuites sur votre méthaniseur et que vous avez une partie, ne serait-ce qu'une petite partie du méthane qui part à l'atmosphère, vous perdez tout l'intérêt, tout l'avantage par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc en Allemagne, par exemple, la réglementation impose une limite en termes de fuite de méthane sur les installations. Donc effectivement, ça c'est des choses qui sont intéressantes. Après, évidemment, il faut mettre en place les contrôles qui vont avec pour pouvoir vérifier ces installations. Je voudrais revenir vers Marc. Est-ce que Marc est toujours là?
Je vous entends en tout cas. Oui, Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Sur l'aspect économique, puisque là on était reparti plutôt sur la science avec Sabine et Nicolas, sur le modèle économique du biogaz, de la méthanisation, est-ce que c'est aujourd'hui un modèle économique qui, selon vous, tient la route, ou est-ce qu'on est dans une économie qui va avoir besoin d'être très, très subventionnée et qui représente finalement une sorte de pari, hein? Alors, c'est pas un pari. C'est une économie qui doit être subventionnée aujourd'hui, clairement, mais comme les éoliennes, comme le photovoltaïque et autres, c'est une énergie renouvelable qui coûte, et dont on espère que les coûts vont diminuer avec la courbe d'apprentissage que vous avez évoquée, et surtout qui va devenir progressivement, comme a pu l'être l'éolien, rentable avec l'évolution inéluctable du prix des ressources fossiles, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. À l'horizon 2050, puisque vous citiez notre étude tout à l'heure, à l'horizon 2050, on a des courbes de prix sur gaz et pétrole qui permettent de rendre la méthanisation rentable, sans soutien, avec des prix du marché. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la courbe d'apprentissage, donc le fait que progressivement, les coûts de fonctionnement vont baisser avec une meilleure maîtrise, notamment du rendement énergétique lié aux intrants, ce qu'on a évoqué. Les lisiers ou les fumiers sont les intrants les plus pauvres quelque part en énergie, et les cultures intercalaires qui ont le mérite de couvrir les sols, qui ont été cités par Sabine, ont des pouvoirs énergétiques, donc de production de biogaz, beaucoup plus élevés. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que dans les années qui viennent, d'ici 2050, les autres énergies vont monter et celle-ci va devenir plus compétitive. Mais est-ce que ça veut quand même dire que du coup, on aura tous une énergie qui coûtera plus cher? C'est aussi ça l'autre partie de cette équation, hein. De toute façon, l'énergie va coûter de plus en plus cher, comme les ressources minérales, puisqu'on a des modèles de consommation et des modèles économiques qui font qu'on consomme toujours plus d'énergie, alors que les ressources de la Terre sont en train de diminuer. On a passé le pic énergétique, le pic de production de pétrole. Je ne connais pas la courbe du gaz, mais elle va arriver dans les quelques années qui viennent. Donc, il est temps de se préparer à substituer ces énergies carbonées, fossiles, par des énergies renouvelables. Justement, bonne transition vers votre étude 2050. Quelle est la part? Est-ce que c'est un scénario un peu de science-fiction? Quelle part pourrait représenter la méthanisation dans votre scénario? Est-ce qu'on peut un jour se passer du gaz qu'on importe de l'étranger? Ou est-ce que ça sera juste une petite part dans ce mix gaz, en fait, à moyen terme ou à long terme? Alors, l'étude qu'on a menée, c'est vraiment une étude exploratoire, c'est-à-dire on n'a pas cherché à faire de la prospective avec des modèles économiques, des courbes sophistiquées, etc. On a surtout regardé quelle était la part de la méthanisation, est-ce qu'un gisement mobilisable était accessible à des coûts réalistes, et la réponse, c'est typiquement: premier effet, il faudra diminuer notre consommation de gaz, mais ça, c'est, je dirais, la maîtrise des énergies. C'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour le gaz. Et la méthanisation pourrait représenter, dans notre scénario, 30% de l'alimentation en gaz. Juste pour vous donner une comparaison, on doit être à 0,5% aujourd'hui avec les méthaniseurs existants. Et donc, vous voyez la marge de progrès qui existe. Et comment arriver à ces 30%? C'est pas les déchets de notre cuisine, de nos jardins, c'est pas les déjections animales, même s'ils y contribuent, c'est essentiellement ce que Sabine a évoqué tout à l'heure, les cultures dites intermédiaires, donc qui viennent couvrir les sols à des périodes où il n'y a pas les cultures principales, qui viennent enrichir ces sols, Sabine l'a évoqué également, et qui permettent de mieux utiliser les sols et de produire en plus de l'énergie. Je vais du coup, une bonne transition aussi pour repasser la parole à Sabine. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a parlé donc de ces cultures intermédiaires, de l'effet sur les sols. Dans quelle mesure aujourd'hui la méthanisation s'inscrit ou pas dans un cercle vertueux? Ça a été présenté, on l'a présenté parfois comme une boucle. Est-ce que ça, c'est pas une vision un peu idéalisée quand même de la méthanisation, ou est-ce que vraiment aujourd'hui on commence à avoir un cycle total qui peut avoir un sens? Alors, pour moi, si, la méthanisation, c'est vraiment un des éléments de ce cycle vertueux. Alors,
qui peut être dans l'agriculture avec les cultures intermédiaires, quand les intrants sont les cultures intermédiaires, donc ça concerne l'agriculture complètement, les cultures intermédiaires qui retournent, ou l'industrie, les agro-industries qui peuvent alimenter les méthaniseurs en intrants. Donc là, on est vraiment un cycle qui tourne sur l'agriculture ou l'agro-industrie. Mais c'est aussi un cycle qui peut concerner les interactions entre la ville et la campagne, puisque on est de plus en plus nombreux à habiter en ville et on consomme, on se nourrit en ville et on produit des biodéchets issus de nos moyens de consommation pour lesquels il faut absolument trouver le moyen de boucler le cycle avec ces biodéchets soit en les compostant en proximité, c'est aussi développé par l'ADEME, inciter le compostage de proximité, soit en organisant des collectes de toutes ces ressources pour les emmener vers des méthaniseurs qui vont traiter les biodéchets des cantines, des grandes surfaces, des particuliers, avec à nouveau des nouveaux problèmes qui apparaissent, nouvelles contraintes de qualité des digestats, avec le problème des emballages, tous nos emballages qui vont gêner le procédé de méthanisation et surtout gêner la qualité, dégrader la qualité des digestats. Donc il y a un nouveau mode de consommation qui a développé aussi pour que les digestats. Il faut penser à ce que va devenir notre poubelle, en fait, nos déchets, pour s'assurer que on va faire des poubelles de qualité pour avoir des digestats de qualité. Il faut avoir des bons déchets à mettre dans le méthaniseur demain, que ça soit à la ferme ou en ville. C'est ça que vous nous dites, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Quand je préparais ces différentes tables rondes sur les risques liés au digestat, un risque apparaissait était celui du fait que j'ai vu, enfin je caricature, mais disant ça tue les vers de terre. C'est-à-dire il y a un côté quand on met du digestat sur le sol, les vers de terre ont tendance à ressortir, et ça démontre peut-être que quand même il y a un véritable problème. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont constaté cela, qui ne l'inventent pas, mais c'est quelque chose qu'ils ont constaté? Alors oui, déjà si vous avez une fuite dans un méthaniseur, s'il y a une fuite de digestat qui arrive sur un sol où les vers de terre sont présents, s'il y a une grande quantité de digestat, vous allez voir les vers de terre remonter, ils ne vont pas apprécier ça. Mais si vous versez sur le sol une solution d'ammoniac ou un engrais ammoniacal assez concentré, si vous versez un lisier sur un sol, une grande quantité de lisier, pas non plus. Ils n'apprécieront pas non plus. Voire même les vers de terre, s'il pleut énormément sur un sol, les vers de terre ils finissent par remonter. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que quand on fait des comptage de vers de terre, quand on a alors on n'a pas beaucoup de recul encore en France sur l'effet à long terme de ces apports de digestat. Mais on commence à avoir des dénombrements de populations de vers de terre après 3-4 ans d'apport de digestat. Et ce qu'on constate, c'est que dans ces sols qui ont reçu une fertilisation organique via des digestats solides, liquides, on a effectivement une augmentation de la population des vers de terre par rapport à ce même sol qui aurait reçu que de la fertilisation minérale. Donc on a vraiment un aspect global sur la population de lombric qui est positif, qui est à peu près le même que si on apporte du lisier, du fumier. Un lisier fumier ou digestat solide liquide, c'est pareil, on a une stimulation, une augmentation de la population de vers de terre. Après, ce qu'on observe, c'est quand on apporte des digestats à une période de l'année, juste en fin d'hiver, en février, quand le sol est très humide. Et donc là, les vers de terre sont proches de la surface du sol. Et si vous amenez des trop grandes quantités de digestats, là, ça peut impacter quelques vers de terre qui vont remonter à la surface du sol, effectivement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des comptages de ces populations de vers de terre impactées. Et on a vu que ces vers de terre, la quantité de vers de terre qu'on comptait et qui n'avaient pas trop apprécié l'apport de digestat, ça représentait à peu près 2 à 3% de la population totale de vers de terre. Donc donc c'est ce qu'on voit, c'est très visible, mais en quantité, c'est assez peu par rapport à la population totale de vers de terre. Merci Sabine. Le temps file. J'aurais voulu donner la parole une dernière fois à Nicolas à distance. Tout à l'heure, on en parlait avec Jean-François sur la taille des méthaniseurs. Est-ce que pour que les méthaniseurs soient efficaces à terme, la logique, ça ne va pas être de construire des méthaniseurs quand même de plus en plus gros? Lui répondait, il n'y a pas
big is not forcément beautiful, mais il y a quand même souvent dans l'industrie, on l'a constaté, une tendance à faire de plus en plus grand, de plus en plus gros pour dégager des effets d'échelle. Est-ce que vous pensez qu'on va vers ça ou est-ce qu'on pourra avoir une méthanisation efficace, j'ose pas dire à échelle humaine, mais à une taille relativement modeste ? Je pense que les grosses installations ne sont pas forcément les plus intéressantes. Après, ça dépend. Quand on parle en termes d'optimisation, faut voir ce qu'on veut optimiser. Je pense que Jean-François l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on veut optimiser l'aspect économique? Est-ce qu'on veut optimiser l'aspect environnemental? Est-ce qu'on veut optimiser l'aspect social aussi, l'acceptabilité par rapport à la population? Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Je pense qu'un méthaniseur qui serait de taille trop élevée, à tel point qu'ils doivent aller chercher ces gisements à plusieurs centaines de kilomètres, au final, au niveau énergétique, ça serait pas rentable puisqu'il y aurait une dépense d'énergie pour aller chercher des gisements à méthaniser. Donc je pense que le juste milieu, la vérité, je pense, elle est à un niveau intermédiaire, au niveau d'un territoire où là, on va avoir un intérêt aussi également en termes de gestion du digestat et en termes de procédés, puisque quand vous allez méthaniser, par exemple, des effluents qui sont relativement pauvres en matière organique et riches en azote, vous avez un déséquilibre. Les méthaniseurs, si vous avez des concentrations en azote trop élevées, ils vont moins bien marcher. Donc c'est intéressant de faire ce qu'on appelle de la codigestion, c'est-à-dire de mélanger des substrats avec des compositions différentes de façon à avoir une sorte de recette équilibrée. C'est comme quand vous mangez, vous avez besoin un petit peu de tout type d'aliments. Le méthaniseur, c'est un peu la même chose. Et du coup, ces propriétés-là et la qualité de ce que vous allez rentrer et la diversité, ça va également jouer sur le digestat. Du coup, vous allez avoir également des digestats qui vont être plus équilibrés et qui vont pouvoir être utilisés sur le territoire et rééquilibrer les flux, par exemple, d'azote entre les exploitations agricoles, celles qui font de l'élevage, celles qui n'en font pas. Merci à tous les trois. On va aborder maintenant la dernière partie de ce webinaire en donnant la parole à deux intervenants. Merci à tous les trois. En donnant la parole à deux intervenants différents. À la fois d'un côté, Émilie Bandorfer, qui est à distance. Elle est basée en Alsace. Elle est agricultrice. Elle va nous parler de son expérience en tant que dans la méthanisation. Elle est ingénieure agronome. Elle a été formée à Rennes il y a peu de temps. Elle a, entre guillemets, j'ose le dire, juste 26 ans. Et nous allons aussi recevoir Arnaud Gauffier, qui est directeur des programmes au WWF. Est-ce que Arnaud est là? Oui, Arnaud peut me rejoindre sur place. Il est lui aussi ingénieur agronome, et d'ailleurs, je crois qu'il a aussi fait ses études à Rennes, comme Émilie. À Toulouse. Bon. Alors peut-être que Nicolas était plutôt... Est-ce que Émilie est connectée? Elle arrive. Et donc Arnaud est au WWF. Bonjour Émilie. L'idée dans cette dernière table ronde, alors vous pouvez continuer à poser vos questions. J'ai pas dit, quand j'ai posé les questions aux différents intervenants tout à l'heure, en fait j'ai posé une bonne partie des questions que je reçois sur la tablette. Donc si vous avez des questions aussi à poser à Émilie et à Arnaud sur ces sujets-là, je me ferai votre interprète en leur posant les différentes questions. Donc Émilie, basée en Alsace et qui a investi dans une unité de méthanisation avec son compagnon, elle va nous en dire quelques mots. Et Arnaud, de l'autre côté, qui est directeur des programmes au WWF. Et le WWF a lui aussi produit une étude il y a peu de temps sur la méthanisation avec une forme de oui, mais sous certaines conditions. Et c'est de ça dont nous allons pouvoir parler. J'ai envie de commencer par vous, Émilie. Peut-être quelques mots sur c'est quoi votre projet, comment est-ce qu'on aborde un projet de méthanisation, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer et comment ça s'est fait finalement? Alors le projet, donc on est situé pas très loin de Strasbourg en Alsace. Il a été monté par Florian Christ en lien avec l'exploitation agricole familiale parce que ça pouvait lui permettre en fait de revenir sur la ferme. La ferme telle qu'elle existait ne permettait pas d'assurer le revenu d'une deuxième personne. Donc la méthanisation est venue comme une nouvelle activité pour la création de revenus. Et donc Florian s'était lancé. Il avait fait des visites de site pour aller voir un peu ce qui s'était fait autre part.
agriculteur, il s'est associé à un autre agriculteur pour travailler sur le projet. Et voilà, le projet a été monté en un peu plus de 2 ans et on fonctionne aujourd'hui depuis 5 ans à peu près. D'accord. Est-ce que c'est un gros investissement? Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que vous aviez comme expérience quand vous vous lancez dans ce métier? Parce que je ne sais pas ce que faisait la ferme avant, mais j'imagine que vous partiez du niveau zéro en matière de méthanisation. Exactement, la ferme historiquement, alors c'était une exploitation agricole laitière avec à peu près 70 vaches laitières, ce qui était assez classique pour le territoire où on est. Et effectivement, Florent, quand il a commencé à travailler sur le projet, il est parti de zéro, donc il a fallu se monter complètement en compétence. C'est un sujet que Jean-François avait abordé en introduction. C'est vraiment une caractéristique des projets de méthanisation. À part ceux qui ont déjà un site et qui éventuellement montent un deuxième, finalement, chaque porteur de projet va partir de zéro. Chaque porteur de projet doit monter en compétences. C'est quelque chose qui est largement faisable. On a aujourd'hui un réseau d'unités de méthanisation à travers l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France qui permet vraiment de fournir du retour d'expérience, de donner du retour d'expérience aux porteurs de projets qui se lancent. Et en termes d'investissement, effectivement, c'était un investissement qui était conséquent. C'est un pari que Florian a fait finalement quand il s'est lancé dans cette activité-là. Et qui nous a vraiment permis aujourd'hui de continuer à développer l'activité agricole. On y reviendra peut-être. Simplement, c'est un point que je n'ai pas expliqué tout à l'heure et que personne n'a abordé. L'unité de méthanisation, elle est située sur une exploitation, mais en fait, vous récupérez des déchets sur plus largement que ça. Quelle est entre guillemets la zone sur laquelle vous récupérez et comment est-ce qu'on décide ça? Est-ce qu'il faut décider avant? Il faut aller voir d'autres agriculteurs avant pour être sûr de s'assurer des déchets? Comment est-ce que ça fonctionne, hein? Alors, ça va dépendre des types de projets. Dans le cas de Métachrist, on récupère un tiers des fluents d'élevage qu'on va chercher dans un rayon de 5 km autour de la ferme, un tiers de résidus de culture qu'on va chercher dans un rayon de 10 km autour de la ferme, et on travaille avec à peu près 110-115 fermes pour traiter leurs résidus de culture. Et ensuite, on va traiter des déchets végétaux issus de l'industrie agroalimentaire. Et là, on va être dans un rayon de, on va dire, 30 km, la majorité venant de Strasbourg, qui est situé à environ 20-30 km de la ferme. Donc, l'approvisionnement en matière est un point extrêmement important dans le montage d'un projet, parce qu'un méthaniseur, c'est pas comme un panneau solaire qu'on va poser sur un toit, il fait beau et ça fait l'électricité, il faut le nourrir tous les jours, il faut avoir de quoi le nourrir. Et donc, le plan d'approvisionnement est vraiment une étape essentielle dans les projets pour s'assurer qu'on a bien suffisamment de matière pour nourrir le méthaniseur et qu'on est en accord aussi avec d'autres sites de méthanisation qui pourraient exister aux alentours. Pour qu'il n'y ait pas une concurrence sur les matières premières, en quelque sorte. Exactement. Ouais. Et les agriculteurs qui sont associés à vous, du coup, ils ont quoi? Un intérêt économique? Ils récupèrent du digestat? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une règle qui est la même pour tout le monde ou est-ce que c'est au cas par cas? La règle est la même pour tout le monde. Nous, on fonctionne sur un échange avec du digestat. Donc, en fonction des quantités de matières sèches qui ont été apportées par les agriculteurs, ils ont le droit à une certaine quantité de digestat en retour. Et nous gérons toute la logistique pour aller chercher les matières, c'est-à-dire que les effluents d'élevage et les résidus de culture, c'est nous qui gérons finalement la logistique. Et on gère aussi tout l'épandage pour l'agriculteur. L'idée étant que les personnes avec qui on travaille doivent s'y retrouver et doivent y voir un intérêt. Je vais passer la parole à Arnaud et je reviendrai vers vous, Émilie, donc ne partez pas trop loin. Je dois vous dire qu'en fait, quand j'ai vu que le WWF se penchait sur la méthanisation et rejetait pas par principe, j'étais un peu surpris. Qu'est-ce qui vous a amené à finalement avoir une approche que je qualifierais, je vous félicite, mais de constructive sur ce dossier de la méthanisation, alors qu'on le sait, et on en reparlera ensuite avec Émilie, il y a quand même des risques. On considère que la méthanisation, et d'ailleurs ça a été montré, a sa place dans le mix énergétique pour aller vers un mix énergétique constitué d'énergie de plus en plus renouvelable, qu'on considère la méthanisation comme production de gaz vert pour de l'injection dans le réseau de gaz directement ou en cogénération, je pense que ça a été expliqué auparavant, donc pour fabriquer de l'électricité. La méthanisation a sa place dans ce mix énergétique. On voit bien que pour sortir des énergies carbonées, il va falloir qu'on aille de plus en plus vers
une succession et surtout un mix avec du cocktail, solaire, ouais. de l'éolien, du gaz vert, de la biomasse, etc. Et donc, il faut jouer sur l'ensemble des leviers. Donc, de notre point de vue, on considère effectivement que la méthanisation a sa place là-dedans. Alors, vous l'avez dit, il y a des conditions. C'est un oui mais. Voilà, c'est un oui mais, ça nous intéresse, on ne le rejette pas, comme vous l'avez dit, par principe, mais derrière, il y a forcément des conditions de mise en place. Ça a été dit par Émilie, la méthanisation, c'est pas mettre des panneaux solaires sur un toit. C'est un métier à part, c'est une technologie qui est extrêmement complexe, qui demande aux agriculteurs beaucoup de temps, qui demande de se former, qui demande des plans d'approvisionnement, qui demande de gérer les digestats, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que mettre des panneaux solaires ou même construire une éolienne sur son exploitation. C'est quoi vos points de vigilance, les points sur lesquels vous vous dites attention, on peut le faire, mais voilà les conditions en quelque sorte? Alors on voit qu'on a des perspectives de développement très très importantes de la méthanisation. L'ADEME a sorti une étude qui nous montre ça. On l'a évoqué tout à l'heure avec Marc. Voilà, cette étude, elle est basée sur la mobilisation de ce qu'on appelle les CIV, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, les cultures pour alimenter les méthaniseurs. Ça, c'est un premier point qu'on a regardé de très près au WWF, c'est-à-dire dans quelles conditions on peut mobiliser ces cultures intermédiaires. C'est quoi le risque? C'est que ça concurrence l'agriculture? Sans que ça remette en cause la transition agroécologique de l'agriculture. Donc des risques, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ces cultures intermédiaires viennent en concurrence avec les cultures principales. Donc en gros, que la fonction de l'agriculture se transforme d'une fonction nourricière, de production d'alimentation, à une fonction énergétique. D'accord. Ça, le contre-exemple, c'est l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne a dédié des cultures dédiées pour nourrir des méthaniseurs. Nous, on a une réglementation qui encadre ça en France. Il n'empêche que la définition des cultures intermédiaires, pour le moment, suffisamment vague et relativement vague, et donc peut entraîner des dérives avec l'allongement de la période d'interculture qui, derrière, on va faire en sorte qu'on va avoir de plus en plus de cultures intermédiaires qui vont remplacer des cultures alimentaires pour l'alimentation des animaux ou des êtres humains. Donc l'idée, nous, c'est votre premier point de vigilance. Premier point de vigilance, ne surtout pas répéter l'erreur allemande et, je dirais par extension, l'erreur des biocarburants. On voit toutes les conséquences que ça a généré. Deuxième point de vigilance, et je pense que ça a été largement traité dans la table ronde d'avance, ce sont les digestats. L'utilisation des digestats et l'impact des digestats sur le retour au sol. Là, on a encore beaucoup de questions de recherche. Il y a encore beaucoup d'inconnus, je pense que Sabine Nouveau l'a bien dit. Ouais. Notamment sur la dynamique du carbone dans les sols, l'impact des digestats sur le fonctionnement biologique des sols. Ça, c'est une grosse interrogation. Donc, ce qu'on demande, c'est plus de recherche là-dessus. Sur les CIV, un meilleur encadrement réglementaire. Sur les digestats, plus de recherche, plus de connaissances. Troisième point de vigilance, c'est l'intégration de la méthanisation d'un point de vue territorial. On l'a bien vu, le plan d'approvisionnement d'un méthaniseur, c'est complexe. Ça fait appel à beaucoup de matières premières dans un rayon plus ou moins important autour de la méthanisation. Et ce qu'on se voit du méthaniseur, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de filières qui vont essayer d'attraper, de récupérer ces matières premières. Les biocarburants, la biochimie, les biomatériaux, la biomasse énergie, le retour au sol, les agriculteurs qui veulent laisser des déchets au sol, qui sont en agriculture de conservation des sols, par exemple, tout ça, ça mobilise à peu près le même gisement. Donc derrière, comment est-ce qu'on organise ça à l'échelle territoriale pour faire en sorte d'avoir une hiérarchie des usages et de destiner la biomasse aux bons usages et de faire en sorte qu'on ne mobilise pas, que chaque filière ne mobilise pas le même gisement à 100%, ce qui derrière entraînera des problèmes écologiques majeurs. Émilie, j'ai envie de revenir sur au moins deux des points qui viennent d'être soulevés par Arnaud. Le premier, peut-être sur les digestats. Aujourd'hui, Sabine le disait tout à l'heure, on est encore dans une phase d'apprentissage. On a appris beaucoup de choses, on a appris à les maîtriser, mais on continue, la science continue d'essayer de progresser. Vous, aujourd'hui, quel est votre retour d'expérience sur les digestats? En quoi est-ce que c'est positif et en quoi vous vous dites qu'il y a encore aujourd'hui des points de vigilance à avoir? Alors sur le sujet des digestats, on a des retours très positifs, parce que déjà c'est quelque chose qu'on utilise sur notre ferme, du coup qui vient vraiment en remplacement des fertilisants de synthèse, et on a vraiment eu de très bons résultats et on est très content de ce produit-là, donc aucun regret de notre part. Ça c'est économique, c'est économique ou est-ce que c'est aussi en qualité?
C'est agronomique. C'est-à-dire que par rapport à la qualité des cultures, la qualité de la fertilisation, on a vraiment des très bons retours. Économiquement, dans notre cas, ça se vaut, on va dire, par rapport à des fertilisants de synthèse. Mais d'un point de vue agronomique, on ressent vraiment la différence. Et il y a aussi une certaine fierté de se dire que on produit nos propres fertilisants et qu'on est autonome sur ce sujet-là. Et par rapport aux agriculteurs chez qui on a pu mettre du digestat en retour finalement des matières qui avaient été apportées, on a également eu des très bons retours. Globalement, les gens sont très contents. Donc, c'est un fertilisant, vous avez l'impression que c'est un fertilisant qui est, entre guillemets, de meilleure qualité ou plus efficace? Qui pour nous est intéressant parce qu'on a vraiment une solution complète. Ça, je pense que Sabine en a parlé. On va pas seulement venir apporter des éléments fertilisants, donc de l'azote, du phosphore, de la potasse. On va aussi venir apporter de la matière organique. Et ça, pour nous, c'est vraiment très intéressant. On parlait avant d'agriculture de conservation des sols. On est en agriculture de conservation depuis à peu près 10 ans sur la ferme. Donc, la santé des sols, la préservation de la biologie des sols, ce sont des sujets qui sont vraiment très importants pour nous. Et le digestat, pour nous, vient complètement s'intégrer dans cette réflexion-là. Les points de vigilance qu'on peut avoir par rapport au digestat, c'est sa bonne utilisation, parce qu'il faut travailler dans de bonnes conditions. Donc le digestat, on ne va pas venir l'apporter dans n'importe quelle condition, avoir un sol couvert, d'avoir des conditions climatiques qui permettent de valoriser au mieux le produit. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Et ensuite, dans le cas où on va venir, par exemple, traiter ce qu'on appelle donc les biodéchets, donc qui peuvent être des déchets de tas, des déchets de restauration, etc., qui peuvent avoir été déconditionnés, c'est-à-dire on a enlevé l'enveloppe plastique, par exemple, qui va venir ce dont parlait Sabine tout à l'heure. Voilà. Par rapport aux microplastiques qu'on peut encore trouver, il faut s'assurer que les matières finalement qu'on va venir récupérer en entrée, qu'on va traiter en méthanisation, sont de bonne qualité pour limiter vraiment les quantités de microplastiques qui vont être répandues au sol. Sur le côté, c'est un vrai métier, il faut apprendre. Tout à l'heure, on disait, Jean-François disait, attention, c'est pas juste une diversification. Quand vous avez voulu monter en compétences, est-ce que vous avez été obligé d'embaucher, de vous rajouter des charges? Il disait, il y a à la fois de la maintenance, puis alors, il disait pas des tours de garde, mais enfin, il y avait un côté un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il faut surveiller. Des astreintes, oui, c'est ça. Des astreintes. Voilà, donc, exactement. Est-ce que c'est compliqué quand même pour vous? Et est-ce que vous avez dû vous diversifier quand même un peu dans les compétences? Alors, c'est effectivement beaucoup de choses à apprendre. Alors aujourd'hui, il y a des formations qui permettent à des futurs responsables de sites de méthanisation de se former sur les différents points qu'il y a à apprendre, parce que c'est de la gestion d'intrants, c'est la logistique, c'est la mécanique, c'est un peu d'automatisme, c'est aussi de la biologie parce qu'on reste sur une réaction qui au final est biologique. Et l'aspect astreinte est vraiment important parce qu'on a une unité qui va fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, si on a un problème à 2 heures du matin, par exemple, parce qu'on a une pompe qui est bourrée, il faut sortir et le débourrer. Alors, il y a des fois où c'est pas très grave et où l'intervention peut attendre quelques heures, mais il y a des fois où il faut pouvoir intervenir tout de suite. Donc, il faut avoir cette disponibilité-là. Et ça veut dire que dans les cas où on a une unité qui est associée à une exploitation agricole, il faut qu'au niveau de la ferme, on ait des personnes qui sont en mesure de prendre le relais. Nous, aujourd'hui, sur l'unité de méthanisation, ça représente à peu près 5 équivalents en temps plein, donc c'est quand même pas négligeable en termes de projet. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez que ça avait été même compliqué de faire revenir quelqu'un pour avoir une deuxième personne à la ferme, et vous êtes passé de 2 à 5 de plus. Alors, on est passé concrètement de 2 à 12 bientôt, parce qu'il y a eu l'unité de méthanisation, et après on a développé d'autres projets, donc en tout on est 12, et on va avoir des périodes de travail plus ou moins intense sur la méthanisation et sur la ferme, donc on a un peu une répartition qui se fait, mais à plein temps on est effectivement sur 5 personnes en moyenne, et donc ça veut dire que Florian, par exemple, quand il a monté le projet, alors au début c'est lui qui faisait tout, et puis au fur et à mesure il y a des personnes qui ont été formées et qui ont été recrutées pour venir apporter du soutien, et puis on va être en mesure de prendre le relais sur certains éléments. Donc effectivement l'impact dans la vie de tous les jours il n'est pas négligeable, après c'est quelque chose qui peut se faire. Je reviendrai vers vous pour parler un peu du pari économique que ça représente et de l'équation que ça peut représenter pour les agriculteurs de se lancer dans ce biogaz. J'aurais voulu repasser la parole à Arnaud sur, on le voit, alors là c'est à l'échelle d'une exploitation, ils sont passés de 2 à 12. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de votre point de vue qui est que la méthanisation nous pousse vers une agriculture plus intensive, et puis aussi demain,
que les méthaniseurs soient de plus en plus grands. Je posais la question de tout à l'heure, la taille est souvent synonyme d'effet d'échelle. Est-ce que c'est un point qui peut vous inquiéter ou est-ce que vous êtes, vous, pour une forme de méthanisation qui reste à échelle relativement modeste ? Alors nous, on a un principe sur la méthanisation, mais comme sur la plupart des énergies renouvelables en agriculture, c'est que la valeur ajoutée doit quand même rester sur l'exploitation et entre les mains des agriculteurs. Donc les projets du type où on rassemble 500, 600 agriculteurs avec un méthaniseur géré par un grand industriel de la gestion du déchet et où on a des agriculteurs qui sont de qui apportent juste une matière première, qui apportent une matière première, des déjections ou des déjections animales ou des déchets verts et qui ensuite récupèrent du digestat, c'est pas du tout le modèle qu'on prône. D'une part parce qu'il y a un transfert de valeur ajoutée évident entre le monde agricole et derrière des industriels de la gestion du déchet. Ensuite, ça pose d'énormes problèmes en termes d'acceptabilité. On parlait d'acceptabilité tout à l'heure. Des projets comme ceux-là, où on est à 500 000 tonnes, 600 000 tonnes entrantes chaque année, ce sont des centaines de camions par jour. Donc aller faire accepter de tels projets aux populations locales, c'est absolument illusoire. Et ça pose un risque derrière de mettre à mal toute la filière. Vraiment l'image de la filière méthanisation et de rendre cette filière complètement inacceptable aux yeux des citoyens et des habitants des territoires ruraux en fait. Mais si on reste plus petit, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'être économiquement complètement hors clou et finalement d'avoir fait quelque chose de sympathique mais qui ne changera pas l'équation économique ni le cycle ? Non, je laisserai Émilie en parler, mais il y a quand même un avantage à la méthanisation sur les exploitations, c'est que d'une part, ça peut amener un complément de revenu, un revenu supplémentaire. Enfin là, on voit même que c'est plus qu'un revenu supplémentaire. Derrière, ça peut sécuriser certaines productions, ça peut sécuriser une prise de risque. On l'a vu aussi sur certaines exploitations, ça a été des retours d'expérience des tables rondes qu'on a pu mener avec GRDF pour déterminer les conditions de durabilité de la méthanisation. Certains exploitants disent que ça leur a permis de plus facilement passer au bio, parce que ça amène une sécurisation supplémentaire du point de vue financier. Et puis l'introduction de cultures intermédiaires change les pratiques agronomiques, peut aider à changer certaines pratiques agronomiques sur l'exploitation, et donc permettre un passage plus facile au bio. Ceci étant dit, la vocation de l'agriculture, je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant ça reste de produire de l'alimentation. C'est pas de produire de l'énergie. L'énergie, c'est un plus. Donc derrière, il faut que la fonction première d'une exploitation agricole reste de produire de l'alimentaire et pas que, comme je le disais tout à l'heure, les cultures intermédiaires deviennent les cultures principales, qu'on se mette par exemple à les fertiliser, à mettre des phytos, des pesticides sur les cultures intermédiaires pour les sécuriser, voire même à les irriguer. Émilie, sur ce que vient de dire Arnaud, sur est-ce que ça peut avoir un côté vertueux pour faire évoluer notre agriculture vers le bio en générant des revenus supplémentaires et une forme de prédictabilité des revenus, est-ce que c'est ce que vous avez constaté ? Alors nous, c'est effectivement ce qu'on a constaté. Le projet méthanisation était, on va dire, le premier gros projet de développement de la ferme qu'on a eu ces dernières années. Depuis, on a fusionné les troupeaux laitiers avec un collègue. Ça a permis d'installer des jeunes sur la ferme. On fait de la vente directe de viande, on fait du lait de pâturage, on travaille sur un projet de fromagerie. Donc, dans notre cas, et ça, c'est lié à la méthanisation. C'est la méthanisation qui a rendu ça possible. Oui, parce que ça a donné vraiment une dynamique à la ferme qui nous a permis d'embaucher, ce qui a permis de monter de nouveaux projets. Parce que quand on monte un nouveau projet, c'est bien beau de monter le projet, mais il faut quand même être en mesure d'assurer l'existant à côté. Et donc clairement, la méthanisation, sur notre ferme en tout cas, a vraiment donné une dynamique qui est très intéressante et qui permet aujourd'hui de continuer le développement là vraiment agricole, c'est-à-dire que on parle d'alimentation, là voilà, c'est de la vente directe de viande de pâturage, c'est un projet de fromagerie, c'est du lait de pâturage, donc on reste agriculteur. Quand on dit qu'on est agriculteur méthaniseur, pour nous la dimension agricole reste très importante dans notre identité. Sur le côté pari économique, aujourd'hui vous vendez votre gaz et vous avez des contrats à 15 ans. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de risque ? Comment est-ce que vous évaluez ce risque à long terme ? Alors, quand on dit à long terme, ça dépend de sur combien d'années on le pense. Voilà, exactement. Là, c'est vrai que pour nous, par exemple, il y a une vraie question qui se pose sur l'après-contrat, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne déjà depuis 5 ans. Donc, dans 10 ans, notre contrat touche à sa fin. Personnellement, j'aurai 36 ans. Vous n'aurez plus de prix garanti sur les rachats du gaz que vous produisez dans 10 ans. Voilà, exactement. Notre
contrat arrivera à échéance. Donc peut-être qu'on repartira sur un nouveau tarif, sur un nouveau contrat, où on aura de nouveau finalement une garantie sur un certain nombre d'années pour la vente de notre gaz, mais peut-être qu'on n'en aura pas. Donc dans notre cas où on reste encore aujourd'hui relativement jeune, quand le contrat arrivera à échéance, j'aurai encore quelques années de carrière devant moi, c'est aussi important de pouvoir faire durer le projet dans le temps et de pouvoir assurer ses débouchés. Donc aujourd'hui, la question des usages de la méthanisation, et pour nous, c'est aussi lié à la durabilité de la filière. On a une énergie qui peut être consommée au sein d'un territoire, que ce soit pour des usages chaleur, électricité, mais aussi pour des usages carburants qui commencent à se développer. Ça reste un vrai sujet à travailler pour permettre à la fois aux projets d'être durables et résilients dans le temps, et pour être sûr qu'on ait des projets qui soient vraiment bien intégrés au niveau des territoires. Et pour les matières premières, vous disiez tout à l'heure, vous travaillez avec donc 3 types d'approvisionnement. Quelle garantie vous avez qu'il n'y aura pas une concurrence demain, ce qu'évoquait Arnaud aussi, sur les matières premières? Est-ce qu'il y a un risque, s'il y a trop de méthaniseurs un peu partout en France ou trop d'autres projets qui se lancent, qu'il y ait une espèce de guerre pour la matière première? Est-ce que c'est un pari? Est-ce que c'est un risque qui peut exister, ou est-ce que c'est un peu encadré, ça? Alors, c'est un risque, effectivement, c'est-à-dire que pour la majorité des matières qu'on va récupérer, on n'a aucune garantie. Déjà parce que si on prend, par exemple, tout ce qui est déchets de l'industrie agroalimentaire, les industriels n'ont pas vocation à produire des déchets, eux cherchent plutôt à les limiter. Donc, on sait qu'on reste de toute façon sur des quantités de produits disponibles qui sont limitées. Et effectivement, on va dépendre des autres unités de méthanisation qui se mettent en place au niveau du territoire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un équilibre, finalement, qui se met en place entre les unités de méthanisation qui sont déjà présentes et entre d'autres éventuels projets qui pourraient se mettre en place. Et après, le plan d'approvisionnement des matières, c'est quelque chose qui évolue constamment. Nous, aujourd'hui, alors, le projet, vraiment, au départ, était basé uniquement sur des effluents d'élevage et des résidus de culture. Finalement, on a commencé à traiter des déchets végétaux de l'industrie agroalimentaire, et aujourd'hui, on va mettre en place un process d'hygiénisation sur site pour pouvoir traiter d'autres sous-produits animaux, comme les biodéchets, par exemple. Donc, il y a à la fois un équilibre à trouver au sein des territoires et en même temps, au niveau des sites, une certaine flexibilité à avoir aussi pour être en mesure de traiter de nouvelles matières. Ça, c'est entre guillemets acquis. Parce que si on compare la filière française, par exemple, par rapport à la filière allemande, la volonté en France a été dès le départ de traiter des déchets. Donc, par définition, des matières qui peuvent être extrêmement variables. On n'est pas du tout sur, en tout cas pour la majorité des unités, sur des unités clés en main où on va traiter un déchet A, un déchet B, un déchet C. On sait que d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, on peut avoir différents apports et donc différentes matières à traiter. Dernière question, et puis je demanderai à Arnaud de conclure, sur les nuisances. Je le disais tout à l'heure quand j'ai commencé avec Jean-François, c'est vrai que j'étais très surpris en lisant la presse locale en Normandie. On sent bien que c'est un sujet qui reste épidermique. Vous, quelle a été l'acceptabilité de votre projet, et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on peut rassurer le voisinage, les gens qui sont autour, quand il y a quand même de temps en temps, Jean-François le reconnaissait, des odeurs qui peuvent survenir ou des accidents qui peuvent avoir lieu? Alors, dans notre cas, ça se passe très bien. On s'entend vraiment très, très bien avec les riverains. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Une unité de méthanisation, il y a effectivement des risques de nuisance et particulièrement d'odeur parce qu'on va quand même traiter des matières qui, par définition, sont fermentescibles, qui peuvent se dégrader. Donc, quand on est, par exemple, en été, quand il fait 35-40 degrés dehors, la dégradation va se faire beaucoup plus rapidement. Il peut y avoir plus de risques d'odeur. Après, c'est des choses qui sont vraiment gérables. On peut adapter les pratiques. On peut fonctionner un petit peu différemment en période de forte chaleur, par exemple. Et après, il y a aussi un aspect dialogue avec les riverains. Nous, on échange régulièrement avec les personnes qui sont à proximité du site pour savoir si tout se passe bien. On sait que s'il y a un problème, les riverains ont nos numéros de téléphone, donc ils peuvent aussi prévenir pour nous poser des questions. Et après, il y a une dimension qui est importante, c'est de comparer à l'existence. C'est-à-dire qu'on est à la campagne, on est souvent sur des unités qui sont proches de fermes déjà existantes. Il y avait des odeurs avant, quoi. Finalement, effectivement, il y avait des odeurs avant. Et après, par exemple, par rapport au digestat, nous, on a beaucoup moins d'odeurs maintenant avec le digestat qu'avant avec des effluents d'élevage qui pouvaient être répandus tels quels, comme du fumier ou comme du lisier. Donc ça, par rapport aux riverains, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de réduire ces aspects-là, quoi. Merci. Arnaud, pour conclure, 2 questions. La première sur celle que j'évoquais avec Émilie sur l'équation économique. Est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que vous dites qu'il y a quand même une part de risque? C'est-à-dire un peu comme pour tous les énergies renouvelables, on a aussi
1000 pieds à l'étrier à une filière et puis un jour, il faudra peut-être arrêter de subventionner. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être sûr que le développement de la méthanisation en France se fasse de façon harmonieuse et limiter les risques que vous évoquiez tout à l'heure? Alors sur la première question, il y a un risque, je ne sais pas, mais de toute façon, pour lancer des filières, des nouvelles filières comme ça d'énergie renouvelable, il faut les soutenir. Donc le tarif de rachat bonifié, c'est une forme de soutien. La dernière PPE, la dernière révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, a acté une dégressivité du tarif de rachat d'ici 2030 qui est très rapide. Très très rapide et qui peut mettre à mal certaines exploitations, faire certaines installations de méthanisation, voire peut-être aller un peu trop vite sur la plan économique. Voire arrêter la filière, voire arrêter vraiment le développement de la filière. Il faudra de toute façon diminuer les tarifs de rachat, mais pour le moment, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la filière n'est pas forcément mature. C'est ce qu'on a fait pour l'éolien et le solaire pendant très longtemps. Ça. Le deuxième effet de ça, c'est d'avoir une baisse de tarifs de rachat qui est trop rapide, couplée à maintenant, on va vers ce qu'on appelle des appels d'offres, donc des soutiens aux unités via appels d'offres. Ça a tendance à favoriser les très grosses unités. Ceux qui sont les plus productifs. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on ne veut pas forcément. Donc derrière, le risque, c'est que dans quelques années, on n'ait plus que des unités, ce qu'on appelle territoriales, qui se montent, des très très grosses unités à 300 000, 400 000, 500 000 tonnes. En 30 chaque année, et avec des agriculteurs qui soient juste des apporteurs de déchets. Donc attention par rapport à ça, on a alerté le gouvernement là-dessus, c'est peut-être un peu rapide et ça risque peut-être de mettre à mal la filière et d'entraîner des effets qu'on ne souhaite pas voir d'un point de vue écologique. Des dommages collatéraux. Et sur ce qu'il faut faire maintenant ? Sur ce qu'il faut faire maintenant, je pense qu'il faut que l'ensemble des acteurs puissent monter en compétence et avoir un cadre de référence commun, à la fois sur les connaissances scientifiques qu'on évoquait tout à l'heure qui sont manquantes. Je vous parlais des cultures intermédiaires à vocation énergétique nous on en est persuadés, il faut mieux encadrer d'un point de vue réglementaire, avoir des pratiques qui soient communes sur ces cultures intermédiaires, se fixer aussi des limites. On ne va pas fertiliser une culture intermédiaire, on ne va pas la traiter avec des pesticides, on ne va pas l'irriguer non plus. Et puis derrière, essayer de favoriser les unités qui soient le plus intégrées possible d'un point de vue territorial, en lien avec les riverains pour maximiser l'acceptation, et puis sur l'utilisation aussi des matières entrantes sur les plans d'approvisionnement pour faire en sorte de les sécuriser à l'avenir et de ne pas avoir une concurrence entre les différents usages de la biomasse. Et je dirais cette concurrence, il y a toujours un perdant sur cette concurrence, c'est la biodiversité. Donc ça va être toujours les vers de terre qui auront moins à manger, parce qu'on va récupérer cette biomasse pour faire des chaudières à paille, faire de la méthanisation, faire des biomatériaux. Donc le risque il est là, mais en tout cas, la méthanisation, je le redis, c'était mon introduction, ça peut être une bonne solution pour favoriser la transition énergétique. Il y a quelques conditions à mettre en place. Merci à Émilie, merci à Arnaud, merci à tous les participants à ce débat. Je trouve que le temps est passé très très vite. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en préparant ce sujet. C'est vrai que je ne connaissais pas très très bien et je trouve que c'est un sujet passionnant. J'ai vu que c'était un sujet qui provoquait beaucoup d'émotions, mais je trouve que c'est un sujet qui effectivement mérite d'être mieux compris, car il s'inscrit parfaitement dans le mix énergétique qu'on veut développer en France et qui sera, vous l'avez dit, une forme de cocktail. L'idée, c'est, on le dit souvent, le poison, c'est la quantité. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre tous nos œufs dans le même panier. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert qu'avec la méthanisation, il y avait un début de solution qui pouvait avoir beaucoup d'effets bénéfiques, même s'il y avait des risques et qu'il fallait faire attention de les encadrer et qu'on pouvait encore apprendre. On est dans une phase d'apprentissage, mais j'ai l'impression que même si c'est encore petit, on a déjà commencé à progresser. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouveaux débats organisés par les Échos. Merci.